Peter prenait certainement du paracétamol pour soigner une grippe ou une rage de dents, comme tout le monde. S'il en prenait, ce n'était certainement pas des doses mortelles. L'analyse toxicologique est formelle. Peter avait 30 grammes de paracétamol dans le sang. Il faut le savoir, mais la dose mortelle moyenne est de 20 grammes. C'est un médicament qui peut se révéler extrêmement dangereux lorsqu'il est ingéré pour des buts d'empoisonnement ou de tentative de suicide. L'organe cible de l'intoxication par le paracétamol, c'est le foie. Et ce paracétamol peut détruire complètement le foie et entraîner effectivement des pathologies qui peuvent aboutir à la mort. Alexandre ne conteste pas les doses retrouvées, mais explique pourquoi, selon lui, Peter Aikin avait tout ce paracétamol dans le sang. Pour compenser certaines substances qu'il avait l'habitude de prendre, il prenait un médicament qui avait de la codéine et du paracétamol. Pour avoir assez de morphine base dans le sang, il fallait qu'il prenne beaucoup de codéine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas couper le médicament et dire je prends ça en codéine et ça en paracétamol. Donc il prenait le médicament dans sa globalité. Donc s'il prend 10 comprimés, c'est 10 de trop. Pourtant, on ne trouve aucune trace de codéine, ni d'autres stupéfiants. Le parquet ouvre une enquête pour assassinat et nomme un juge d'instruction qui saisit le 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle. Ce médicament, utilisé par des millions de Français et leurs enfants, peut-il tuer? À l'époque de la mort de Peter Aikin, on ne recense que des cas de suicide au paracétamol, surtout en Angleterre. Aujourd'hui, l'intoxication est devenue plus fréquente chez nous en France. Mais attention, 30 grammes, c'est une dose plus que mortelle, même si administrée sur 2 ou 3 jours. Les policiers pensent qu'ils sont en présence d'un cas unique d'empoisonnement dont le mobile serait l'héritage. La brigade criminelle découvre que 2 jours avant, et la veille de sa mort, Peter Aikin a été hospitalisé dans des hôpitaux parisiens. Ça, Alexandre et Jérémy ne l'ont jamais dit. Il y a eu 4 interventions de pompiers à l'hôtel à Montparnasse, et Peter a passé une nuit à l'hôpital Cochin, après une chute dans l'escalier de l'hôtel. Le lendemain, il est à nouveau transporté, mais cette fois à la Pitié-Salpêtrière et par la Croix-Rouge. C'est là que le producteur signe une décharge pour quitter l'hôpital alors qu'il est dans un état grave. Une décharge en français alors qu'il n'en comprend pas un mot. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel de la rue de la Gaîté à Montparnasse? Alors il s'est passé qu'il n'était pas bien, on ne savait pas vraiment ce qu'il avait, donc j'ai appelé les pompiers, il a refusé d'être hospitalisé, dans la nuit il vomissait, j'ai réussi à le faire aller à l'hôpital, il s'est déchargé le lendemain, ils ont détecté une arythmie, je crois, je ne sais pas quoi. J'avais beau dire je veux qu'il reste, c'était à son bon vouloir. Donc la première fois il se décharge, la deuxième fois il se décharge encore, la troisième fois je signe pour qu'il reste, et lui signe alors qu'on lui explique en anglais qu'il faut qu'il reste. Je suis parti. Mais pourquoi il ne voulait pas? Je ne sais pas. Mais à Londres, Anne-Marie, son assistante, reçoit un message inquiétant la veille de son décès. Peter, malade, seul, désespéré, lui dit qu'il ne s'est jamais senti aussi mal et veut rentrer à Londres au plus vite. Cette même nuit, il décède, dans d'affreuses souffrances, sans savoir ce qui lui arrive. Il meurt dans sa chambre d'hôtel, en présence de Jérémy et d'Alexandre. Imaginez Peter agonisant seul à Paris, sans aucun contact avec ses amis et sans pouvoir s'exprimer, ça m'a bouleversé. Ce qu'il a vécu a dû être un véritable enfer. En juin 2010, l'enquête s'accélère. L'amant de Peter Aikin est arrêté dans cet hôtel parisien avec 3 complices présumés. Moi, on m'arrête. Je suis là, je suis en train de faire dodo. D'un coup, on m'arrête. On me sort des trucs, mais qui sortent d'une autre planète. Des conneries sans nom. Je ne comprends rien. 2 des détenus avouent facilement que le 2e testament est un faux. Ils en sont donc les 2 signataires, et l'un d'entre eux admet devant les policiers avoir signé le document en blanc, sans même savoir. Fort de ces aveux, les policiers de la brigade criminelle pensent qu'Alexandre a été la tête pensante de ce complot diabolique pour s'accaparer la fortune de Peter. Et un témoignage capital va venir renforcer leurs soupçons.
L'ex-belle-sœur d'Alexandre a écrit aux policiers. Elle s'appelle Petra et a été l'épouse de Mark, un des deux frères d'Alexandre. Selon elle, la famille, et en particulier les deux frères d'Alexandre, ont toujours eu des doutes sur les circonstances de la mort de leurs parents et de leurs deux grands-mères. Comme pour Peter, ils ont tous été immédiatement incinérés à la demande expresse d'Alexandre. Avant la mort de leur père, Marcel Despalières, en 2002, celui-ci était tombé dans le coma et avait été hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Oui, bonjour Petra. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça a commencé? J'ai eu de sérieux soupçons. Lorsque leur père a été hospitalisé et que les médecins nous ont annoncé qu'il était bourré de médicaments. C'était étrange. Leur père était quelqu'un de très sportif, toujours en forme. Il faisait de la course à pied et il s'entraînait physiquement tous les jours. Il était obsédé par le culte du corps. Il était toujours bronzé. Même le jour de sa mort, il était bronzé. Petra, à quel moment tu as commencé à avoir des soupçons? Ce n'est que lorsqu'il est mort, en 2002, que nous avons tous réalisé que son coma à Neuilly était lié à son décès dans le sud de la France. Il était complètement drogué, mais il niait fermement avoir pris un seul médicament. Je n'avais pas encore fait le rapprochement avec Alexandre. La famille n'a jamais tenté de savoir comment leur père s'était intoxiqué. Ils ont laissé tomber comme si ça n'était jamais arrivé. Incroyable. Oui, incroyable. Et comment as-tu soupçonné Alexandre? Ce n'est que quand on nous a annoncé sa mort par téléphone que Marc et moi avons immédiatement compris qu'Alex avait tué son père. Petra explique que Peter Aikin serait la 5e personne en 6 ans retrouvée morte en présence d'Alex. Elle pense donc qu'Alexandre a empoisonné toute sa famille. Une de tes ex-belles-sœurs t'accuse du meurtre de tes parents. Le meurtre de mes parents, ça a été un peu lourd à digérer. Qu'est-ce que tu lui réponds? Rien. À elle, rien. C'est tellement bête. Tes parents, tu t'entendais bien avec eux? J'adorais. Et ils sont morts de quoi? Mon père a fait, je crois, une rupture d'anévrisme et ma mère n'a pas supporté ça. Elle est morte un an après. L'enquête va révéler le passé de ce personnage complexe, déjà dangereux pour certains. Juste après la mort de ses parents, Alexandre quitte la France pour tenter sa chance aux États-Unis. Jérémy est à ses côtés. Ils vivent d'abord à New York, puis s'installent à Los Angeles. Je perds mes parents, je deviens orphelin. Quand on est orphelin, c'est une douleur qui est indescriptible. On perd tout, on perd ses jambes, ses bras, le cœur s'arrache, il va se noyer dans un verre d'alcool. Je ne peux même pas exprimer à quel point j'étais détruit. Et j'étais tellement détruit que je suis parti le plus loin possible. Il part donc à Los Angeles et s'installe au Beverly Hills Hotel, connu pour sa piscine légendaire où se sont nouées les plus grandes histoires d'amour d'Hollywood. Il va y rencontrer une veuve de 60 ans, héritière d'une fortune colossale dans les assurances. Il lui explique qu'il est orphelin, qu'il a fait fortune, mais qu'il souffre d'une maladie incurable. Il est condamné et n'a plus que quelques mois à vivre. Et il réussit à la convaincre de l'adopter. Le 8 octobre 2004, le jour de son anniversaire, Alexandre s'impatiente. C'est le jour où il va avoir une nouvelle famille, une nouvelle maman et un nouveau nom. La cérémonie a lieu dans un tribunal de Los Angeles devant un juge. Alexandre s'appelle maintenant Alex Becker et il a une nouvelle maman. Tout le monde trinque, on boit à sa nouvelle famille, à son nouveau départ.
Nobody comes so long and say, hey, I'm having a wonderful day. I want to remain. I have not found a husband that I want in my life. Finally, I found a son who I love and adore, and I'm supposed to look after for the rest of my life. Voilà, mon amour. Alors, tu me dis... Mais au bout de quelques jours, sa nouvelle mère se rend compte qu'il est surtout intéressé par son argent. Elle fait immédiatement annuler cette adoption. Elle dit avoir été manipulée, je cite. « Il m'a menti sur tout, j'ai fait des enquêtes et me suis aperçu qu'il n'était pas celui qu'il disait être. Il n'était pas milliardaire. Un soir, il a même essayé de m'empoisonner dans un restaurant. » Et Jesse, un des amis d'Alex à Los Angeles, le confirme. Alex a été adopté par cette milliardaire de Beverly Hills, appelée Marceline Baker. Il m'a souvent parlé de cette adoption. C'était une riche veuve âgée. Il a essayé de l'empoisonner pour prendre son argent. Et je l'ai fait pour une raison simple, c'est qu'elle venait de perdre son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son premier mari, et elle avait perdu son mari. Donc elle me sentait complètement esseulée, et j'étais moi-même totalement esseulé. Et elle me voyait tous les jours. Elle se posait des questions, comment est-ce que quelqu'un peut rester plusieurs mois dans un hôtel comme ça? Elle est tombée un peu sous le charme, et elle a voulu m'adopter, certainement pour de mauvaises raisons. Madame Baker finira par payer la note astronomique du Beverly Hills Hotel afin de se débarrasser d'Alexandre et de Jérémy. Elle ne les reverra jamais. La brigade criminelle n'a toujours pas entendu Madame Baker, qui veut à tout prix oublier cette affaire. Mais Alexandre, lui, continue à se faire appeler Alex Baker. C'est sa nouvelle identité, un nom associé à sa prétendue réussite dans les nouvelles technologies aux États-Unis. Je suis rentré dans un gros groupe qui s'appelle AVC, et c'était ma réussite. Le problème, c'est que quand on me demande est-ce que je travaillais, les gens ne veulent pas taper Alex Baker, ils restent sur Alexandre Despalières et ils ne trouvent rien. Et quand j'explique taper Alex Baker, New York Times et Stickam, et vous verrez ma photo et ce que j'ai fait, ils ne veulent pas. À Los Angeles, Alexandre rêve de succès et se montre dans des soirées à la mode où il faut être vu et photographié pour promouvoir ses sites internet. En mars 2007, Alexandre est engagé par le groupe AVC pour s'occuper de la promotion et de l'image de Stickam, une société du groupe spécialisée dans le vidéo streaming, située dans un immeuble historique du centre de Los Angeles. Alex est nommé vice-président et impose toute son équipe. Il doit faire la promotion de deux sociétés qu'il a lui-même créées, Fleavor et Lexinc. Alex est le patron de Fleavor, Jérémy son ingénieur graphiste et Letty, une amie d'enfance, sa secrétaire. Jesse est un des webmasters. Fleavor est issu de Stickam, quand nous travaillions dans le centre de Los Angeles. Alex voulait réinventer Stickam. Il a donc estimé qu'il fallait tout refaire, changer le nom et l'appeler Fleavor. C'était un réseau social comme MySpace, Facebook, mais avec une caméra. Ils vivent tous ensemble comme une vraie petite famille. Ils se sont installés dans une résidence de luxe de Wilshire Boulevard, à Los Angeles, où Alex loue 2 appartements. Mais d'où vient tout cet argent? Alex m'a dit qu'il avait gagné des millions de dollars avec Internet. Puis un jour, il m'a confié être l'héritier de la famille Rothschild et que sa mère était une grande actrice qui avait gagné un Oscar et dont il taisait le nom. Lorsque j'avais des doutes, je demandais aux autres. Mais ils étaient tellement complices qu'ils se débrouillaient pour m'en dire le moins possible. Alex, Jérémy et Letty forment un clan très soudé, dont toute autre personne est exclue. Alex, Jérémy et Letty vivaient dans un appartement où nous passions le plus de temps. Moi et Hilton vivions dans celui à côté. Il était très impliqué avec Alex. Ils étaient très attachés à lui. Il le maternait. Je pense que Jérémy et Letty étaient les seules personnes à qui Alex se confiait totalement.
Il leur racontait ses projets et j'étais toujours exclu de ce cercle intime. Il ne me racontait rien des mauvaises choses qu'il faisait. Mais que faisait-il exactement? De toute évidence, un secret liait Alex, Jérémy et Laetitia pour mener un tel train de vie à Los Angeles. Les jours étaient une illusion. Nous ne faisions pas grand-chose. Je ne sais pas d'où venait l'argent. Il est vrai que nous avions eu des chèques de Sticam. Nous avons gagné de l'argent, mais pas suffisamment pour durer. Nous passions du temps à la piscine, de notre résidence à Versailles, à Lyon à la plage, au restaurant. C'était tous les jours dimanche et il n'y avait pas grand-chose à faire pendant la semaine. Malgré les apparences, les choses ne sont pas si faciles. Nous avons passé de très bons moments ensemble, mais parfois c'était tendu. Surtout lorsque l'argent manquait. Ça créait une instabilité dans le groupe. Un jour, Jesse est frappé par l'attitude d'Alex lors d'un programme télé qui retrace la vie de Christophe Rocancourt, le très célèbre escroc français qui, pour extorquer ses victimes, se faisait passer pour un des héritiers Rockefeller. Alex prenait des notes. Que fait-il que je ne pourrais pas faire, disait-il. Il était très attentif et impressionné par ce que ce type avait réussi à faire. L'expérience avec Sticam ne dure que 4 mois. Avant d'être mis à la porte, Alex prend les devants et démissionne avec toute son équipe. Il se venge ensuite en révélant au New York Times les sites pornographiques vidéo détenus par ABC, la maison mère basée au Japon, et donc le danger encouru par les enfants américains qui utiliseraient leur technologie vidéo. Entre-temps, Alex a gardé les clips vidéo de promotion qui seront par la suite sa caution pour expliquer son succès dans la technologie Internet aux USA et les réseaux sociaux. My name is Alex Becker and I'm the president of Flyver. Jeremy Billion, Vice President of Development. Hey Letty, can I get a meeting with Alex? Sure. Let me check his schedule. Lex Inc. est un site web qu'il montre à tout le monde. Il appâte les gens en leur faisant croire qu'il a des sociétés sur le net qui tournent. Les choses prennent une tournure plus dramatique lorsque le petit groupe est obligé de quitter les États-Unis précipitamment. Alex était en quelque sorte responsable du groupe. C'était le cerveau du groupe et s'occupait d'eux comme de ses propres enfants. Un jour, il a dit « Allons à Paris ». Alors nous sommes allés à Paris. Il fallait ramener Jérémy en France. Ils vont d'abord chez la mère de Jérémy à Colombes. Ça se passe mal avec Alexandre, puis tout le monde émigre dans un appartement dans le 11e arrondissement qu'il loue. Comme à Hollywood, nous restions ensemble quasiment tout le temps, 24 heures sur 24. Pendant 2 mois, nous n'avons pas fait grand-chose. Contrairement à Hollywood, Alex ne sortait pas. Il connaissait beaucoup de monde à Paris et voulait surtout éviter de les rencontrer. À ce moment-là, les mensonges continueraient de plus belle. Alex me présentait comme le fils du milliardaire mexicain Carlos Slim. Vous savez, l'homme qui a détrôné Bill Gates, comme l'homme le plus riche du monde. Il racontait ce mensonge à tout le monde et je croyais qu'il m'utilisait pour rassurer les gens à qui il voulait soutirer quelque chose. Un jour, Alexandre fait comprendre à Jesse qu'il veut qu'il rentre chez lui, en Californie. Lui, Alex, doit se rendre en Australie. Et pour la première fois, le nom de Peter Aikin est prononcé. Alex en était arrivé au point où il faisait tout pour rencontrer des gens et leur soutirer les choses. Puis, j'ai appris qu'il devait aller en Australie. Il avait un ami de 20 ans appelé Peter Aikin. C'était un homme riche, il le connaissait très bien. Il m'a dit qu'il avait même un avion privé et pourrait venir me voir à Los Angeles, depuis l'Australie. Alex prépare discrètement ce voyage. Il avait déjà mis Peter en condition. Il l'avait séduit, lui envoyait des mails. Il se faisait passer alors pour un magnat d'Internet. L'argent manque et Alex n'a pas de quoi payer les billets d'avion de tout le clan. Mais très vite, il trouve une solution et charme un jeune ingénieur parisien qui l'accompagnera après lui avoir confié toutes ses économies. Il fera ensuite venir Jérémy puis Letty à Sydney.
Il a rencontré ce garçon qu'il a séduit, puis il l'a convaincu de lui prêter sa carte de crédit pour acheter des billets pour l'Australie. Il l'a attiré comme toujours en lui expliquant qu'il était milliardaire, en lui montrant Lexink et Flavor, ces sociétés basées aux États-Unis. Il semble qu'Alex a encore une idée derrière la tête. Alex n'est pas allé en Australie pour faire du tourisme. Il avait une idée derrière la tête. Il voulait utiliser Peter. Il avait un plan. Comme le soupçonne la police, un piège s'est-il refermé sur Peter Aikin lors de ses retrouvailles en Australie, qui vont le conduire tout droit au Père-Lachaise quelques mois plus tard. Ou alors Alex est-il réellement épris de Peter, au point de vouloir être à ses côtés le restant de ses jours, et simplement profiter en duo de la fortune de Peter. Alex se plaît, c'est ce qu'on appelle un beau gosse, vous l'avez constaté, et il utilise son physique pour charmer, d'ailleurs il l'admet volontiers, il en joue. Mais de là à préméditer la mort de son compagnon Peter, qu'il connaît depuis 20 ans, c'est quand même autre chose. Alex est présumé innocent, même s'il a déjà passé 11 mois en prison. J'ai perdu ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Donc qu'est-ce qu'on peut me faire de pire? Franchement. Me foutre dans une cellule? Il y a des bouquins, je peux lire. À ce stade de l'enquête, la police ne dispose que de la dose massive de paracétamol retrouvée dans le corps de Peter pour faire peser un soupçon d'empoisonnement. Des contre-expertises sont alors demandées par les conseils d'Alex avec des résultats contradictoires. Mais Alexandre conteste clairement les causes de la mort de Peter. D'après toi, Alexandre, de quoi Peter est-il mort ? Je le sais, parce qu'il y a eu autopsie de l'Institut médico-légal. Quand on m'a arrêté, d'ailleurs, il y avait eu l'autopsie et la contre-expertise qui sont bien cachés de dire qu'elle avait été faite. Il est mort d'une bronchopneumopathie aiguë avec une surinfection bactérienne. Donc, pas du tout des suites de l'intoxication au paracétamol, mais de mort naturelle. Il prenait de la cocaïne depuis 30 ans. Donc ça flingue un peu le corps. Parce que producteur de musique, parce que oui, parce que le milieu, sûrement, oui, parce qu'il bossait 16 heures par jour, parce que et quand il a arrêté de travailler, il n'a pas arrêté ça. Cependant, l'analyse